Bonsoir à tous et bienvenue sur la table ronde. Définir des tabous, vous connaissez le credo, hein, c'est l'émission qui posera clairement sa pierre à l'édifice de la renaissance par l'excellence de la communauté africaine. Vous connaissez déjà mes compères qui sont ici présents, Ludovic Amanwanda et Loïc Montlouis. Sans plus attendre, on va mettre les pieds dans le plat et on va entrer dans le sujet. On va laisser notre invité du jour se présenter et justement mettre en place le thème du jour. Bonjour à tous. Donc, je suis Sali Alassane Cham, je suis président de l'ONG Afrique Patrimoine aux Nations Unies, donc membre du Conseil économique et social des Nations Unies. Donc, on travaille aujourd'hui dans le monde entier pour la reconnaissance de la culture africaine, notamment sur le sujet de notre sous-représentation sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi sur la question de la restitution des objets culturels qui sont aujourd'hui prisonniers des musées européens. Voilà. Merci, belle présentation. Vous plantez bien le décor. Alors on va directement aller dans le vif du sujet. Selon vous, est-ce que nous autres Africains méritons-nous notre patrimoine qui est aujourd'hui éparpillé, comme vous le savez, aux quatre coins du monde? Si on le mérite, oui. Ça, c'est la première question. Maintenant, quels sont les critères du mérite? Les critères du mérite, c'est que quand on parle notamment des objets qui sont un peu partout dans le monde, c'est des objets qui n'ont pas été, on les a pas légués à ces Européens ou bien aux Occidentaux. C'est des objets qui ont été pillés, qui ont été volés uniquement et simplement. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on doit faire pour se réapproprier ce patrimoine-là. Comment on doit faire pour récupérer ces objets. Si on part du procédé de la définition du mot « restituer », qui veut dire rendre un bien à son propriétaire légitime, donc tout simplement, on le mérite, oui. Après, on verra quelles sont les conditions, comment on doit faire pour montrer réellement est-ce qu'on le mérite ou pas. Est-ce qu'on doit juste s'arrêter à cette question-là et ne pas engager les prochaines étapes? Tout ça, c'est des questions qu'on doit poser et comprendre aussi si ces objets reviennent en Afrique, dans quelles conditions ils vont revenir en Afrique, qu'est-ce qu'on doit en faire, quelle vie donnera-t-on à ces objets? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. C'est à nous de nous poser ces questions-là, non aux Européens. Si on laisse le terrain vide, c'est-à-dire ils vont tout de suite aller s'engager sur ce terrain-là. Donc voilà, on le mérite, oui. On mérite, d'accord. Ça ne fait aucun doute selon vous. Alors moi, j'ai un petit peu creusé la question et je me suis aperçu, enfin je me suis rappelé que, vous savez, créer, c'est tuer la mort, comme on dit. Ce qui signifie que, en quelque part, en récupérant les œuvres africaines, l'Europe s'est appropriée de l'immortalité, d'une certaine façon, africaine. Et le fait de restituer serait donc rendre son immortalité. Maintenant, moi, ce sur quoi j'essaye d'attirer votre attention, c'est eh bien cette notion d'immortalité. Est-ce que ce n'est pas à nous-mêmes de nous l'approprier? Autrement dit, est-ce que le mot restitution ne doit pas être balayé d'un revers de main au profit du terme de récupération? Est-ce que ça ne doit pas partir de nous-mêmes, une récupération? Bon, quand on parle de restitution, ça veut tout simplement dire qu'il y a des blocages au niveau des gens qui ont pillé. Moi, ce que je dis, c'est que c'est à nous, Africains, d'aller récupérer ce qui nous appartient. D'accord, voilà. Et pour ça, récupérer, oui. C'est-à-dire que quand on parle de restituer, c'est tout de suite, c'est parce qu'il y a des blocages. Beaucoup de pays africains ont reçu des faits non recevoir à leur demande de restitution, par exemple. Maintenant, il ne faudrait pas y aller avec émotion. Pour quel motif? Tout simplement parce que c'est pas passé par voie diplomatique. Vous savez, aujourd'hui, ces collections sont, entre guillemets, dans la domanialité publique. C'est ce que nous dit la France pour refuser ces demandes de restitution. Maintenant, on doit aller les répondre dans le terrain sur lequel ils nous appellent. Ils nous appellent dans le terrain de débat des idées, dans le terrain des lois. Mais ce qu'il faut observer dans un premier temps, c'est de comprendre que les lois africaines ne sont pas assujetties aux lois européennes ni à la loi française. Maintenant, si on part de ce procédé, quelle est la situation? Des objets ont été pillés. Aujourd'hui, on parle en France en tout cas avec les pays africains, plus de 90 000 objets qui sont au musée du Quai Branly. Ça, c'est énorme. D'accord? La France en a restitué que combien récemment? Un au Sénégal, le sable de la Jomartal, et 26 au Bénin. Voilà. J'étais présent d'ailleurs au musée du Quai Branly lors de la cérémonie. Donc moins de 0,01%. On est sur le chemin. Vous savez, Césaire disait dans une de ses pièces, un pas, un autre pas, et encore un autre pas, et tenir gardé chaque pas. Là, c'est des micro-pas, des pas de fourmis. C'est des micro-pas, mais on avance. C'est-à-dire qu'il faut être sur le chemin pour y arriver. On n'est pas venu pour révolutionner quoi que ce soit, on est venu pour faire avancer les sujets, et que dans 10 ans, qu'on se dise, OK, qu'est-ce qu'on a fait? Alors attendez, pardonnez-moi, excusez-moi. On n'est pas venu pour révolutionner quoi que ce soit? Moi, personnellement... Qu'est-ce que vous entendez par révolution? Est-ce que pour vous, révolution rime forcément avec 100, ou alors révolution peut rimer avec révolution changement des mentalités? Alors,
Pour moi, la question, je la verrai autrement. Quand je parle de révolution, c'est pas comme on l'entend aujourd'hui. On ne doit pas être au devant de la scène, être le gré de la situation pour dire on a fait ceci ou cela. On doit sortir de ces sentiers battus et voir comment on doit travailler avec les parties prenantes. Prenons la question de la restitution. Déjà, il faut qu'on explique qu'est-ce qui a été volé. Je parlais tantôt, j'ai donné un chiffre, c'est 90 000 objets. Ils ont été volés durant 3 phases. Avant la conférence de Berlin, où les pays européens sont rassemblés pour se partager l'Afrique, donc c'est-à-dire que avant 1885, et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a une deuxième phase qui correspond le lendemain de la conférence de Berlin jusqu'à nos indépendances. À cette période-là, on a eu plus de 45 000 objets qui ont été pillés en Afrique. Donc il y a eu un pic d'objets qui ont été pillés, ce qui représente aujourd'hui 60% des objets qui ont été volés. Et de nos indépendances à nos jours, il y a toujours des vols, il y a toujours des pillages, il y a toujours, bon, ils vont prendre des casquettes différentes, mais il faut appeler un chat un chat. Ah, ça se poursuit. Ça se poursuit jusqu'à présent. Maintenant, le constat qu'on doit faire, c'est nous jeunes Africains, qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer avec ce sujet-là? Pour cela, il ne faudrait pas juste pointer du doigt aux Européens en leur disant vous avez volé, vous avez volé. Aujourd'hui, donc, à bas la posture victimaire. Non, sur ce terrain. à bas la posture victimaire, ça ne sert à rien. Maintenant, ces objets ont été volés. Il y a la fameuse loi Dakar-Djibouti où l'État français a envoyé des ethnographes, des anthropologues africains, européens, pour aller piller les objets africains. Ça, on a les preuves, on le sait déjà. Donc, il ne faudrait pas s'éterniser sur la question, est-ce qu'ils vont restituer ou pas? Ça, ce n'est plus un débat. Et selon toi, quel peut être l'intérêt pour l'Occident de rendre ces objets alors? Parce que c'est un intérêt qu'il faut trouver. Oui, clairement. Ce qu'on peut reconnaître, c'est que le président Emmanuel Macron, lors de son fameux discours à Ouagadougou, a souhaité que les conditions de restitution soient réunies. On ne sait pas pour quelle raison il l'a fait. Maintenant, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que son discours a fait un écho en Europe. Hier, le Nigeria et les États-Unis ont signé une convention pour la restitution de plusieurs objets africains. L'Allemagne l'a fait avec le Nigeria aussi. C'est-à-dire que le Nigeria est aujourd'hui en train d'avancer en fonction de ses relations bilatérales qu'il a avec ces pays-là. Nous, Africains, ce qu'on doit refuser, c'est qu'il y ait aussi des déséquilibres ou bien des gens qui ont des objets et d'autres non. On doit se dire, à nous de nous préparer. Le Sénat français aujourd'hui est en train de s'organiser pour mettre en place un comité et étudier chaque demande de restitution. C'est-à-dire que si on les laisse le terrain et qu'ils réfléchissent à notre place, mais demain, on sera dans l'obligation de s'assujettir ou bien de se conformer par rapport à leur procédure. Nous, notre ONG a un combat. Ce combat, c'est quoi? C'est d'apporter une vision générale sur cette question de la restitution. Il faut qu'on se dise des choses. Si on n'est pas encore prêt à savoir qu'est-ce qu'on doit faire de ces objets, on ne doit pas nous les restituer. Moi, je suis d'accord qu'on puisse d'abord se mettre d'accord, qu'on puisse engager des actions. Par exemple, on a la charte de la Renaissance culturelle africaine. Cette charte, aujourd'hui, régit toutes les démarches qu'on doit faire dans le cadre culturel pour que l'Afrique puisse se développer. Si on va à l'article 3 de la charte de la Renaissance culturelle, qui nous demande de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel africain à travers la restitution, à travers la promotion, ça c'est des actions qu'on doit prendre en compte, ça ne doit pas être juste des textes. Cette charte de la Renaissance culturelle africaine nous dit d'intégrer les objectifs, ça il parle au gouvernement, d'intégrer les objectifs culturels dans leur stratégie de développement économique. Nous, ce qu'on s'est dit, à la lumière de la lecture de ces chartes de la Renaissance culturelle africaine et de la situation internationale culturelle de l'Afrique, on s'est dit, l'Afrique est extrêmement sous-représentée partout. Et pas que dans la question de la restitution. Aujourd'hui, si le Sénat français a peur que la boîte de Pandore s'ouvre, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est au détriment des musées européens, c'est au détriment des collections privées. Mais ça, c'est-à-dire que c'est à nous de le comprendre et de nous dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a une telle situation, organisons-nous, mettons en place des conditions, travaillons avec les Européens, travaillons avec nos gouvernements. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été démocratiquement élus. On doit faire de telle sorte que sortir des... Même si on reconnaît qu'il y a un gap aujourd'hui entre les dirigeants et la population, il y a un sentiment de défiance un peu partout en Afrique maintenant. Par contre, on ne doit pas juste s'arrêter là. On doit aller les tendre la main. On doit essayer de réfléchir à des synergies d'une manière générale pour que eux qu'ils puissent s'intéresser. Parce que s'ils font ce travail-là, c'est pour la jeunesse africaine. C'est pour le lendemain de l'Afrique. En rebondissant sur ce que tu dis justement, tu as parlé 2 fois de jeunesse africaine. Tu as justement été élu il n'y a pas longtemps, si c'était en Côte d'Ivoire, si je ne dis pas, si je ne me trompe pas, l'un des jeunes leaders africains. Sur la question maintenant, moi justement la question que j'ai envie de te poser et raison pour laquelle nous sommes ici aussi, tu parlais justement de cette jeunesse africaine, est-ce que tu vois une évolution par rapport à l'intérêt, à la formation, à l'excellence justement
justement de cette jeunesse africaine qui est nécessaire. Tu parlais de textes de loi qui doivent être compris, tu parlais de chartes qui doivent être intégrées. Il faut une certaine excellence dans ce domaine-là, dans ces compréhensions, dans cette formation, dans cette compréhension des enjeux pour justement pouvoir créer les synergies dont tu parlais avec ces différentes élites. Est-ce que tu vois une évolution, toi maintenant qui a justement cette position-là dans ton ONG internationale, est-ce que tu vois une jeunesse africaine qui prend toutes ces considérations-là au corps et qui se forme pour justement pouvoir défendre ses positions? Bon, je pense que oui. Funérailles des tabous. Ouais. On est là, on est tous des jeunes Africains. On veut quelque chose. C'est gentil pour nous. Non, mais il faut se dire les choses parce que quand on parle d'émission, je dis, mais funérailles des tabous, ça tombe bien parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise des choses. Il faut qu'on soit prêt à prendre la responsabilité de notre patrimoine en main. Alors, justement, je reprécise sa question qui était très riche, très technique. Moi, je vais être un peu plus brutal. Est-ce que aujourd'hui, la jeunesse, nos petits frères et sœurs, parce qu'en l'occurrence, il s'agit de nos petits frères et sœurs, sont-ils prêts à passer plus de temps dans les bibliothèques, dans les recherches, plutôt que sur les pistes de danse? Oui, la danse et la culture. Je vais pas stigmatiser ceux qui dansent. Là, on n'est pas sur le terrain uniquement de la culture, on est sur le terrain justement de l'appropriation, sur le terrain de la souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle, ça passe par le cerveau, ça passe pas par le corps, on va pas se mentir. Ça passe par le cerveau, il faut étudier, vous avez mis en avant tout à l'heure, tous les barrages institutionnels mis de manière, on va dire, hypocrite pour ne pas nous permettre, nous, de nous réapproprier. Maintenant, la question que le frère pose, une question centrale, c'est est-ce que nous-mêmes, nous sommes déjà engagés sur ce terrain-là de la reconquête culturelle? Ou alors, si on voit encore sous un autre angle, le patrimoine peut déjà débuter, ne serait-ce que dans le nom de nos rues. C'est bien beau de vouloir aller chercher les grandes artères en Afrique. Voilà. Ça ne soit plus du Charles de Gaulle, du Leclerc. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, il faut être honnête. Il faut qu'on puisse regarder les situations qui sont en jeu et qu'on puisse se dire la vérité. Maintenant, ce qu'on peut observer, on a des avancées. Il y a 10-15 ans, on ne pensait pas qu'un jeune Africain puisse aller entre guillemets, s'engager pour la reconnaissance de la culture africaine. Il n'y a pas de, je sais pas moi, il n'y a pas de gros salaire, on parle de la culture, on parle de la reconnaissance. Et pour moi, le salaire que j'aurai, c'est dans 10 ans. Qu'on puisse voir, par exemple, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense que, j'imagine qu'on va en parler, qu'on a un pourcentage beaucoup plus avancé. C'est-à-dire que les patrimoines africains sont reconnus dans le monde entier. Les objets culturels africains qui sont dans les musées européens, on a réussi à mettre en place une vision générale, que tous les pays africains puissent être au même pied d'égalité. Je pense qu'il y a des avancées. Par contre, on doit continuer à tendre la main à nos jeunes frères. On doit leur dire, OK, nous, on n'est pas dans des élites ou bien dans des grands bureaux ou des organisations internationales. Ça, c'est des sujets, c'est ce qu'ils font. Maintenant, à nous de voir comment on doit les tendre la main, comment on doit les inciter. Et pour ça, on ne doit pas les obliger ou les exiger de faire quelque chose. Il faudrait qu'on trouve en place des interopérabilités entre eux, ce qu'ils font. Par exemple, voir, nous, notre ONG aujourd'hui veut intégrer les méthodes modernes dans des musées, par exemple, que ce soit un peu plus ludique, pour que les jeunes puissent se dire, OK, quand je vais au musée par exemple, à l'île de Gorée, avec mon smartphone, que je puisse scanner un QR code qui va me permettre de faire, par exemple, une visite virtuelle. La majorité de la jeunesse africaine n'est pas instruite. Par contre, aujourd'hui, chacun a son smartphone. Donc, pour moi, le sujet, c'est quoi la solution? C'est bien de parler des objets qui ont été volés, c'est bien de parler de ce qui a été fait dans le passé, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qui peut aussi répondre à votre réponse, on doit s'organiser. Pour ça, notre ONG, en respectant la charte de la Renaissance culturelle africaine, qui dit toujours à son article 3, alinéa 7, il faudrait encourager la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension des peuples à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique. Et ça, on sort tout de suite des jugements en disant que c'est les Européens ou autres. On parle des gens qui sont à l'intérieur de l'Afrique comme à l'extérieur. Et pour ça, on a décidé de mettre en place un forum international sur le patrimoine africain. Un forum où... un forum où vraiment aujourd'hui on va travailler... Le premier aura lieu quand? Vous avez une date? En fin d'année. Cette année, on fait... C'est une annonce, ça. C'est une grande annonce. Félicitations. Merci beaucoup. Cette année, on va fêter les 50 ans de la Convention du patrimoine matériel de l'UNESCO. À l'UNESCO, on a deux conventions. On a la Convention de 72 qui aujourd'hui reconnaît tous les grands patrimoines. Déjà, vous entendez des fois qu'on dise telle forêt a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça donne une légitimité internationale à ce pays-là. Vous voyez? Si on arrive et qu'on dise, OK, en Afrique aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, dans le monde, on a 1154 patrimoines qui sont classés à l'UNESCO. En Afrique, on n'a que 106, tout le continent africain. Sous-représentation. Extrêmement sous-représenté, ce qui nous donne un taux de 9%. Donc, pour pouvoir remédier à ça, il faut que nous, Africains, qu'on puisse dire, par exemple, un des objectifs du forum, c'est quoi? C'est d'organiser
un espace d'échange africain, où nous, Africains, on va se regrouper ensemble, avec nos chefs d'État, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, légitimement, on ne peut rien faire sans nos chefs d'État. C'est avec eux qu'on doit collaborer, sans pour autant faire de la politique. Moi, je suis pas là pour faire de la politique. J'en ai pas besoin. Je sers mon pays, je sers mon continent sur ce que je fais. Tout va bien. Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça. On voyait souvent des jeunes quitter l'Afrique pour venir en Europe. Aujourd'hui, ceux qui sont allés dans les grandes universités, comme nous tous, ont des projets pour rentrer en Afrique. Alors, attendez, parce qu'ils savent que... Excusez-moi, ce que vous dites là, c'est très très important. Étant donné que, par exemple, nous, vu de France, on peine à poser un regard sur l'Afrique sans directement le plonger dans la politique africaine. Et là, ce que vous venez de dire, c'est il est possible d'être un acteur actif, efficace pour le continent, tout en se tenant à l'écart des bisbilles politiciennes. Donc ça, c'est quelque chose que ici, on l'entend, vraiment, on l'entend très rarement. Mais en les incluant tout de même dans les différentes démarches qu'on entreprend. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, il faut quand même être en relation avec eux, voir comment on peut créer justement des synergies, même si on n'est pas dedans, à l'intérieur. Exactement. Voilà, non, là, par exemple, sur ce forum du patrimoine africain, moi, je suis le plus jeune président d'une ONG aux Nations Unies. Mais la démarche que notre ONG a décidé de faire, moi je vais aller voir partout. En France par exemple, j'ai d'abord saisi l'Élysée, parce que je sais que la France détient 90 000 de nos objets. C'est pas en insultant la France ou bien en disant qu'on discute pas avec les Français qu'on doit, qu'on va avancer. On n'avancera pas. Si on discute pas avec les Européens, on n'avancera pas. On a été dans les mêmes écoles, on a des amis européens, américains, enfin je sais pas. Aujourd'hui, on a dépassé cette étape du pointer finger en disant que c'est eux qui nous ont fait du mal. Non, on s'en fou, excusez-moi du terme. La résilience. La résilience. Et donc, selon toi, d'un point de vue purement économique, quel peut être l'impact de la restitution des objets ou de la restitution de notre patrimoine sur le continent? C'est une question sur laquelle on a travaillé. Donc, dans ce forum du patrimoine africain, on a deux objectifs. Premier objectif, c'est d'arriver à mettre en place un commun accord entre les dirigeants européens et africains pour la restitution des objets culturels africains. Donc, on va l'appeler la Convention du patrimoine africain. C'est une convention qu'on veut soumettre aux gouvernements africains et européens qu'ils puissent... que les gouvernements européens sortent des sentiers battus de promesses. Le président Macron l'avait dit, aujourd'hui c'est la fin de son mandat. Où est-ce qu'on en est à 27 objets sur 90 000 Maintenant, il faudrait qu'on anticipe sur les prochaines étapes. Je vais venir sur la réponse économique. Si par exemple on organise un forum itinérant chaque année, qu'on se dise, dans un pays africain, tous les dirigeants européens et africains vont s'y rassembler pour parler de la culture africaine. Vous voyez compte sur la question de la convention. Si on ratifie cette convention, vraiment, qu'il y ait l'extrême droite qui vient au pouvoir en France ou pas, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Si l'État français signe cette convention, l'État est engagé. Et ils l'ont commencé déjà, il n'y a plus de marche en arrière dans la justice. La France a ouvert en novembre dernier, en restituant au Bénin, une série de restitutions. Ils ne peuvent plus rien du tout maintenant. Il n'y a plus de machine arrière. Là, on avance. Donc, le deuxième objectif, c'est vraiment d'arriver à mettre en place un commun accord c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espace d'échange africain. Qu'on puisse se dire, il faut nous, pays africains, qu'on travaille avec l'UNESCO, qui est le bras du système intellectuel des Nations Unies, et leur dire comment on doit faire pour qu'on ait plus de patrimoine qui sont inscrits. Parce que cet aspect du patrimoine inscrit et la restitution des objets vont créer des retombées économiques, mais partout. Si, par exemple, nous, on discute ensemble, qu'on se dise, ces objets vont revenir, dans quelles conditions? Maintenant, on va penser à mettre en place des infrastructures, à créer des musées, pas forcément que des musées, parce que faudrait pas qu'on se compare avec la France en disant qu'ils ont des châteaux, ils ont été inscrits au patrimoine. Non, nous on a des forêts qui sont extraordinaires. On a vraiment des sites naturels en Afrique, des gens qui sont autochtones, qui vivent dans leur population et qui n'acceptent pas d'aller dans les villes, par exemple, mais qui vivent de leur agriculture, de l'élevage, etc. Tout ça, c'est des pays qu'on doit vraiment reconnaître au niveau mondial. Donc, si on arrive à avoir un impact beaucoup plus fort sur cette liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, là, on verra des retombées touristiques d'abord, qui parlent de retombées touristiques, parlent de retombées économiques, parlent de création d'emplois, parlent d'éveil des consciences. On en parlait sur la formation. On ne peut pas être au rendez-vous du destin si on se détourne de l'éducation et de notre culture. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que la culture doit être le socle de notre développement. Et pour ça... Et en parlant d'éveil de conscience, sans vouloir vous couper, ce que vous dites est tellement intéressant qu'on pourrait s'attarder sur chaque seconde. En parlant d'éducation, quelle est, à votre avis, la place justement de la beauté, du rapport à la beauté dans l'éducation africaine, quand on sait que, encore récemment,
un artiste, dans bon nombre de pays d'Afrique, en particulier francophones, est perçu presque comme un fou. Il est mis à l'écart, il est mis en marge. Bon nombre d'artistes aujourd'hui s'en plaignent encore. Donc, est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là? On sait que sur le terrain, par exemple, stylistique, la fashion, une forme de fashion week à l'africaine, a commencé à voir le jour et n'a plus rien à envier aux podiums internationaux. Est-ce que maintenant, sur les autres terrains, l'Afrique, dans sa conscience, la jeunesse dans sa conscience, accompagné par les parents, le droit d'aînesse oblige, on ne peut pas se détourner ou mettre à l'écart le regard des parents. Est-ce qu'il y a comme ça une renaissance ou même une naissance, étant donné que c'était pas vraiment dans le paradigme africain, le rapport à l'individualisme et à l'artiste? Est-ce que cet aspect-là, qui était propre à l'Occident, est venu poser ses valises positivement en Afrique? Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est partout en Afrique, on sent tous qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Voilà, la jeunesse africaine est plus consciente. Ils vont aller voir ce qui se passe. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun est son rédacteur en chef. De là où je suis, je peux publier, dire ce que je pense. Et pour moi, c'est un sujet qui n'a rien à voir, mais toutes les paroles ne se valent pas. Quelqu'un, par exemple, qui est un expert sur tel domaine, qui doit prendre la parole pour en parler, est différente d'une personne qui a juste son smartphone et qui permet de vraiment, avec 1 million de followers, aller parler sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Donc, pour revenir à ce sujet-là, le constat, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est consciente. D'accord. Dans sa majorité, même s'ils ne comprennent pas tous les enjeux. Maintenant, à nous qui sommes plus, par exemple... Conscients de la place de la beauté. Oui, la place de la beauté. Quand je parle de beauté, moi je le vais sur l'aspect, il faut qu'on arrive à apprécier, nous, ce qu'on a. Qu'on se dise, ok, on a telle chose, qu'on puisse le reconnaître, qu'on puisse le vanter, en fait. Vanter ce truc-là, le reconnaître et l'accepter. Le mal aujourd'hui en Afrique, c'est que quand j'ai un Jean-François qui vient en Afrique, il est accueilli différemment que quand Salitia, il y va. Il y a un complexe qui est là. Et ce complexe-là, pour moi, il faudrait qu'on mette en avant nos champions. On est d'accord. Il faudrait qu'on puisse en parler, qu'on puisse éveiller les jeunes, leur dire, ah, lui, c'est pas forcément qu'il est noir, qu'il n'est pas intelligent ou qu'il n'est pas beau. On a par exemple ces objets culturels qui sont aujourd'hui une preuve patente le fait que de notre génie créateur, qu'on puisse en savoir et que les jeunes puissent s'inspirer, puissent avoir le sens de la beauté, mais pas par rapport à l'Occident. Ah non. Par rapport, eux, à leur culture, par rapport à leurs objets. Sans parler du fait qu'il y a aussi un point de vue, enfin on le sait, spirituel derrière les objets. Surtout ça, parce que pour ces objets, il y a des peuples aujourd'hui qui y croient toujours. En Afrique, on va voir des pays musulmans, des pays chrétiens, où il y a une majorité de chrétiens. Il y a d'autres pays qui croient toujours à la croyance aux objets, par exemple. Maintenant, quand ces objets vont retourner, j'en parlais tout à l'heure, certains objets vont aller dans des laboratoires d'analyse, certains objets vont aller dans des universités pour des recherches, certains objets vont aller dans des musées, et d'autres vont l'utiliser dans leur temple, par exemple, qu'ils puissent vraiment injecter cette valeur spirituelle dans ces objets lors de leur cérémonie, par exemple, au Cameroun, enfin un peu partout, au Bénin, etc. Et quand ils terminent, que les objets puissent aller retourner dans les lieux de conservation. Parce que les populations n'ont pas forcément les moyens de conservation dans les CNTP, dans les conditions normales de température et de pression. Donc pour moi, il y a un mouvement d'ensemble qu'on doit mettre en place. Pour revenir sur le sujet du Forum international, la première journée, on a prévu de faire, Frédéric, des grandes conférences entre les experts qui vont venir. Parce que c'est un sujet qui mérite vraiment une réflexion profonde. On ne doit pas juste être là, que ça soit un forum. Il ne faudrait pas le prendre avec des involtures. C'est pas un forum où on va boire du champagne, manger vraiment de la bonne bouffe et repartir. Il faut vraiment être là pour apporter une réflexion profonde et nouvelle. Ça, c'est la première journée des experts, des architectes, des historiens, des juristes, des ethnographes, des musiciens, des artistes, qui sont entre guillemets pris par défaut. Mais nous, l'idée, c'est vraiment mettre la lumière sur ces artistes-là. D'accord. La deuxième journée, on aura une grande conférence des chefs d'État où on va parler de cette convention du patrimoine africain. Et la troisième journée, on aura une journée culturelle où on va célébrer l'art africain, on va célébrer les artistes africains, on va célébrer le cinéma africain, les plus grandes expositions, qu'on puisse en parler. C'est comme ça qu'on arrivera à exacerber ce travail-là. Rassurez-moi. Et que les jeunes puissent s'intéresser aussi. Rassurez-moi, tout cela, vous l'avez concentré dans un ouvrage, au moins. On est en train de travailler dessus. Son obsession. On est en train de travailler dessus. Parce que vous savez qu'il rien n'est possible à cette échelle sans livre. Ah oui, clairement. On est d'accord. Mais ça, c'est obligatoire. Voilà. C'est-à-dire, on est en train de travailler ce projet-là. On travaille avec des professionnels, donc le moment de communiquer dessus, on va le faire. Par contre, le combat aujourd'hui, c'est qu'on puisse, nous, se réapproprier ce combat. C'est-à-dire que la dignité culturelle africaine, la prise en main de notre patrimoine, pour ça, il faudrait qu'on en parle. C'est pas juste une histoire de... En général, c'est les vieux qui sont les directeurs de musées, que ça soit en Europe, en Afrique. Il faudrait que la jeunesse puisse s'approprier de ce sujet-là et puisse aller le vendre. Mais grâce à une vitrine comme vous, ce sera le cas. Moi, j'en doute pas. On essaie vraiment de faire... Bien coiffé, avec les bons contours, avec les beaux costumes, vous avez un discours solide. Non, je dis ça au-delà de l'humour, dans la mesure où, vous savez, de France,
il y a encore quelques semaines, on a diffusé un documentaire montrant les afros dans une posture calimériste, les afro-caliméristes, où c'est toujours la douleur d'être afro. Donc, entendre et voir une énergie comme la vôtre, fière, digne, qui n'est pas dans le ressentiment, parce que souvent, quand on a des frères qui font preuve de virilité, d'afro-virilisme, ils baignent un peu dans le ressentiment. Eh bien, voir un profil comme le vôtre, pour nous, c'est l'incarnation en acte de la renaissance panafricaine et sur le terrain. C'est-à-dire que vous êtes un phare et vraiment, nous, ça nous fait chaud au cœur. Vraiment, on est fiers de pouvoir nous accueillir. On vous remercie d'avoir participé à cette émission. On ne peut que vous encourager. On va tout faire déjà pour, d'une manière ou d'une autre, prendre part à toutes ces initiatives, à commencer par celle qui, moi, me tient à cœur plus que tout, parce que tous ces combats-là se résument, vous l'avez dit, entre les lignes, au combat des écrits. Tout se joue au niveau des écrits, des institutions. Et vraiment, moi, ce que je vous encourage de faire, mais vous n'avez pas besoin de mon conseil pour ça, c'est déjà de mettre toute cette énergie, toute cette fougue dans des textes. Aujourd'hui, si nous savons que l'Égypte pharaonique était afro, était négro-africaine, c'est parce que Cheikh Anta Diop, voilà, s'est retroussé les manches, il s'est pas contenté de le dire aux quatre coins du monde, il l'a rédigé et il a mis ses textes, voilà, à la critique de tous. Bon, donc voilà, chaque génération doit prendre sa responsabilité à l'échelle de l'élite, et vous en faites partie. Donc nous, parce on va devoir clôturer l'émission d'aujourd'hui. Nous, déjà, encore une fois, nous vous remercions d'avoir pris part à cette émission. Vous n'êtes pas fait prier pour écarter tout tabou. Vous connaissez votre sujet. Ça, c'est important, on le sent, les concepts, les notions vous sont propres, vous ne sont pas étrangères. Maintenant, nous, ce qu'on attend, en plus, si on peut se permettre d'attendre quoi que ce soit, c'est des textes. Des textes qui permettront ensuite à chaque petit jeune, chaque petit frère africain de récupérer ce texte et lui-même ensuite de devenir aussi le général de cette renaissance africaine par la beauté, quand on sait que la beauté, la vérité et, j'allais dire, la raison marchent d'un seul pas. Donc merci cher frère d'avoir d'être qui vous êtes, d'être qui tu es, et au plaisir de participer à cette grande aventure, et surtout le soft power is the real power. Exactement, j'allais en venir pour conclure. J'allais conclure par ça. Conclure. Alors, le soft power. Ouais. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne doit pas être de cette génération de victimes. On ne va pas se victimiser. Il faut aller en Afrique pour découvrir les réalités de l'Afrique. Donc, on est confronté à d'innombrables défis qu'on doit relever nous-mêmes, jeunes Africains. Et pour ça, on ne peut rien faire en mettant de côté le soft power. On doit pouvoir aller discuter aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron, comme je l'ai fait il y a quelques mois. Et c'est-à-dire que dans le débat des idées, pas forcément en disant vous avez fait ça, vous avez fait ceci, vous avez fait là. Je l'appelle dans le débat des idées. Je l'ai appelé pour le Forum du patrimoine africain. Il s'est engagé d'en être le défenseur. Maintenant, l'idée c'est de voir est-ce que nos dirigeants tiennent leur parole ou pas. Donc pour ça, on doit continuer à discuter avec eux. Il faut discuter avec les Marine Le Pen, les Zemmour, etc. dans le cadre du débat des idées. Tant qu'on ne le fera pas et qu'on restera en disant « ouais, c'est des gens racistes, dangereux », on ne le fait pas, non, on ne va pas s'en sortir. Et le message pour la jeunesse africaine, donc il faut qu'on se donne de la force, il faut qu'on croie en notre culture, il faut qu'on puisse aussi à un moment donné se dire les choses quand ils ne vont pas, tout simplement, pour pouvoir tout simplement essayer de changer les choses et surtout pas de rentrer dans l'histoire de révolutionnaire ou autre. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose... La démonstration par la force. Voilà, c'est par les actes et aussi pas tout de suite vouloir voir les résultats là maintenant. Ce qu'on est en train de faire, c'est un travail très sérieux. Pour moi, c'est dans les 5 à 10 ans qu'on pourra vraiment mesurer l'ampleur de notre démarche. Merci à vous, je vous félicite pour cette... belle initiative, c'est une mission pour moi à suivre et que demain on doit aller présenter en Afrique, pourquoi pas. Je vous invite au Sénégal pour le Forum du patrimoine africain. La première édition. C'est enregistré. Vous serez à Dakar. C'est enregistré. Vous avez l'obligation de venir. Si on reçoit l'invitation, nous y serons. Ce sera fait. Merci beaucoup. Merci. Et bon week-end. Alors, c'était les funérailles des tabous, comme vous le savez, on ne tourne pas autour du pot. Le but ici, c'est de ne pas tomber dans la moraline, de ne pas faire des leçons de morale à qui que ce soit. Nous sommes des bâtisseurs de l'avenir. Les bâtisseurs de l'avenir, c'est-à-dire prendre les sujets, mettre la notion du pourquoi, réfléchir sur les racines, pour ensuite participer activement à notre renaissance par l'excellence. Merci à tous, on se dit à très bientôt. Yes. Merci beaucoup.